Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Les rencontres de l'heure. C'est à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, tu vas te manger une baffe d'en face. Rémi Villemure. Moi, ça me dépasse. Ce mouvement-là est à prendre au sérieux. La rencontre Villemure-Dubé. Moi, j'ai d'autres choses à dire aujourd'hui. Bonjour Rémi. Bonjour Alexandre. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, là, qui vient tout juste de faire un point de presse. Essentiellement, il a appris aux gens que ce n'était pas 5 000 enseignants qui manquaient, mais c'était bien 8 558 enseignants qui manquent à quelques jours de la rentrée. Et parallèlement à tout ça, on a parlé de la nouvelle du jour, c'est-à-dire l'interdiction du cellulaire en classe. On emboîte le pas, on va proposer au Conseil des ministres une directive et par la suite, ce sera acheminé au centre scolaire et on verra l'application concrète dans les écoles maintenant. Mais Rémi, de quelle façon on va encadrer ça? Qu'est-ce qui serait approprié selon toi? Est-ce qu'on l'interdit juste dans la classe ou dans l'école complètement? Écoute, moi, j'ai une opinion un peu radicale sur le sujet, mais je tiens à souligner quand même que c'est une excellente nouvelle. C'est un bon départ, c'est un bon premier geste qui témoigne d'une compréhension puis d'une sensibilité pour cet enjeu-là. Donc là, ce qui nous a été permis d'apprendre, c'est que ça sera seulement interdit en classe. Ce sera aux directions d'école de choisir. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on dit aux élèves qu'ils ont le droit de l'emmener en classe, mais qu'ils peuvent pas le sortir? Est-ce qu'ils ont le droit d'arriver en classe avec, mais qu'ils doivent le mettre dans une petite poche prévue à cet effet à l'entrée? C'est là que ça va devenir intéressant. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas voulu se mêler de façon très précise et unilatérale de cet enjeu-là, parce qu'on voulait laisser au centre de service scolaire la possibilité et aux directions la possibilité de choisir c'est quoi qui est plus approprié dans certains contextes. Mais moi, je peux vous le dire, que, pour avoir fait de la suppléance, pour avoir été dans des classes, je pense que le plus simple aurait été de dire vous devez laisser votre téléphone cellulaire dans le casier toute la journée. Donc, une directive commune, là, et non nécessairement, du cas par cas, puis à telle école, tu vas le mettre dans un petit sac Ziploc, dans un bac à l'entrée, puis l'autre, ça va devoir rester dans le sac à dos. Est-ce que ça va devenir, à un moment donné, une espèce de fouillis, puis on s'y retrouvera plus, Rémi? C'est une possibilité. C'est une possibilité, Alexandre, parce que moi, je me mets dans la tête d'un étudiant. Moi, j'avais l'habitude de pouvoir emmener mon téléphone en classe. Je pouvais le cacher en arrière de mon dictionnaire et là, le consulter toute la journée. Et là, on me dit, par exemple, il va falloir que tu le gardes dans ta poche. Si c'est ce que la direction d'école me dit, j'ai 14 ans, je suis un accro, là. Je passe 8 à 9 heures par jour sur mon téléphone. C'est pas vrai que je vais arrêter de le sortir. Si on me dit, par exemple, il faut que tu le mettes dans ta poche, dans une poche à l'entrée, c'est déjà bien. Sauf que s'il est obligé d'être dans la case, je peux pas aller aux toilettes puis me le procurer. Je peux pas négocier l'usage du téléphone. Donc, il aurait fallu être plus intraitable, mais quand même, écoutez, c'est un premier pas. Là. Ouais. On va avancer. Les directions d'école vont voir comment les élèves se débrouillent, comment ils se comportent. En France, je rappelle quand même que c'est interdit dans la cour d'école à l'heure du dîner parce qu'on constate que les... Ouais. Oui, parce qu'ils ont remarqué que les élèves, lorsqu'ils ne peuvent pas le consulter pendant l'heure de cours, il suffit qu'ils arrivent dans le couloir pour qu'ils se précipitent sur leur appareil. C'est comme une dose de drogue. Là. Donc, c'est plus simple de dire vous n'avez pas le droit de l'avoir. Quand vous allez sortir de la classe, il y a un gardien ou enfin un surveillant qui va regarder si vous le sortez. Et quand vous arrivez à table avec vos collègues et vos camarades de classe, vous êtes invités à discuter avec eux, à jaser, à vous faire des amis. Ouf. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être pas ça qui va se produire si on leur interdit juste l'usage en classe. On verra. C'est un bon premier pas. Écoute, il était grand temps, honnêtement, Rémi. C'était devenu ridicule, là. Tu sais, je veux dire, si vous allez à l'école, puis vous allez dans la classe, profitez donc de cette occasion-là pour apprendre. Essayez de vous intéresser à ce qui se passe devant vous, à la matière, à être éveillé, à être curieux, plutôt que de voir, là, en secret, derrière un livre, la tête baissée, là, la nouvelle vidéo sur TikTok ou la nouvelle photo de un puis de l'autre sur Instagram.
Honnêtement, moi, c'était au niveau de l'attention, puis il y avait des spécialistes qui disaient, un élève, par exemple, reçoit une notification, regarde son téléphone, ben sa concentration, elle est perdue pour plus que juste 2-3 secondes, là. Elle est perdue, pour une période de temps beaucoup plus longue que ça, puis quand on regarde le portrait, l'état de situation de notre réseau, puis surtout au niveau des difficultés d'apprentissage, je me dis, il était grand temps qu'on sorte les cellulaires des classes. Oui, puis je trouve qu'on a été lent dans tout ce processus-là. On passe notre temps à se comparer à l'Ontario. Ben, l'Ontario a voté une loi en 2019, donc ça fait déjà 4 ans, pour encadrer l'usage du téléphone cellulaire à l'école. Puis tu as raison, en fait, hein, les étudiants, ils avaient leur téléphone en classe, puis au lieu d'écouter le professeur ou au lieu de se livrer totalement à l'apprentissage, ben, ils utilisaient leur téléphone pour aller sur TikTok. Et lorsqu'on leur disait, par exemple, fouiller dans le dictionnaire, ils disaient, monsieur, est-ce que je peux sortir mon téléphone? Puis on disait, non, on va dans le dictionnaire. Puis ils disaient, oui, mais ça va aller plus vite. Puis là, les professeurs souvent disaient, OK, c'est beau, si c'est pour des bonnes raisons, mais ce qui arrivait, c'est que les étudiants utilisaient le téléphone ensuite pour aller regarder leurs messages, aller regarder le nouveau vidéo sur TikTok. Donc, la recherche dans le dictionnaire qui aurait pris... Toutes des choses importantes et urgentes, là, tu sais. Ben oui, totalement. Puis, tu sais, moi, j'ai parlé avec une professeure d'anglais expérimentée à l'école secondaire et elle m'a dit il y a quelques jours qu'il y a beaucoup de ces étudiants qui ne savent pas comment lire l'heure sur une horloge, tellement ils sont habitués. On part de loin, là. On part de loin. Donc, c'est vraiment l'espèce de soumission au numérique, aux chiffres. On n'est plus capable de regarder une horloge puis de dire, bon, il est quelle heure, là? La grosse aiguille est sur le 4, la 2 est sur le 1. Il est-tu 1h04? Je trouve ça triste, honnêtement. On en rit, mais je trouve ça triste. Tu sais, c'est des notions de base, là, tu sais, qui se perdent. Puis, tu sais, je trouve que ça fait une génération de jeunes très, très dépendants à la technologie. Tu sais. Puis dès qu'il y a une panne ou il y a un petit problème, puis tu n'as plus accès dans l'immédiat à ton téléphone, là, ils sont complètement désorientés. Ben oui, je sais. Mais tu sais, regarde, là, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer. J'ai juste peur que les directions d'école disent « Oh, on est averti pas suffisamment d'avance, on va repousser ça à l'hiver. » Écoutez, là, ça se peut là, que vous n'ayez pas les poches avec 33 espaces pour les téléphones, que vous ne soyez pas prêts la semaine prochaine, mais visez le plus rapidement possible. On n'est pas obligé de se dire « On repousse ça à l'hiver. » On peut commencer en octobre. Il faut absolument que les téléphones sortent des classes le plus rapidement possible. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai hâte de voir aussi la réaction de certains parents. Ça aussi, des fois, je discutais avec Josée Scalabrini, qui est du syndicat, là, et elle me disait, des fois, puis on le sait, là, il y a certains parents que c'est de la gestion, là. C'est quand même... faut prendre ça avec des gants blancs. C'est pas toujours facile. Rémi, autre nouvelle politique, c'est intéressant, ça aussi, la presse nous rapportait que le candidat du Parti québécois, là, qui sera officialisé dans Jean Talon jeudi, Pascal Paradis, il a déjà flirté avec la CAQ. Et pas il y a plusieurs années, là. Lors de la dernière élection, il y a 1 an à peine. Ouais, là, il y a des développements dans cette histoire-là. Ça va très vite parce que ce matin, c'est ça qu'on pensait. Là. On pensait qu'il y avait juste une version, que la réalité, c'était la suivante. M. Paradis a approché la CAQ pour devenir ministre. Ils ont flirté et là, finalement, on est allé vers un autre candidat, Mme Jourdain, qui a remporté Charlesbourg. Bon. Mais là, il y a une autre version qui s'est ajoutée. Exactement. Donc là, ce que le chef du Parti québécois nous rappelle ce matin, ou enfin rajoute là, dans cette histoire-là, c'est que c'est pas exactement ça qui s'est passé. En fait, c'est la CAQ qui a approché M. Paradis et M. Paradis a écouté la proposition de la CAQ parce qu'il faut toujours écouter ce qu'on a à nous proposer. Et M. Paradis n'aurait rien demandé. Donc, il n'aurait pas demandé un appartement de fonction, il n'aurait pas demandé qu'on lui promette qu'il serait ministre. Par contre, lorsque les plans auraient changé le concernant, là, il aurait décidé de se retirer. Et là, ce que M. Plamondon dit, c'est, je veux juste que ça soit clair, M. Paradis est un indépendantiste. Mm-hmm. Et moi, je trouve qu'il est là le seul doute en ce moment dans cette histoire-là, parce que M. Paradis est convoité ou a été convoité par la CAQ, c'est pas super intéressant. C'est-à-dire qu'on vit dans une petite société au Québec, il y a peu de partis politiques. Ça se peut là, que des gens se parlent comme ça. Et la CAQ, ça demeure un parti nationaliste. Donc, ça peut se rapprocher du Parti québécois autour de certains enjeux. Par contre, la CAQ n'est pas un parti indépendantiste. Et le succès du PQ en ce moment,
s'explique par un recentrement autour des valeurs fondamentales du parti. Si le Parti québécois est en ascension en ce moment, c'est parce qu'on parle d'indépendance, c'est parce qu'on parle de défense de la langue française, c'est parce qu'on parle de baisser les seuils d'immigration. Donc, si le candidat Paradis, il y a un an, n'était pas indépendantiste, parce que la CAQ n'est pas un parti indépendantiste, moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait au PQ en ce moment, là. Donc, je veux savoir demain, je veux qu'on lui pose la question, êtes-vous indépendantiste? Il ne suffit pas que M. Plamondon le dise. Je veux entendre M. Paradis le dire et je veux qu'il nous explique pourquoi il y a un an, même s'il n'a pas convoité la CAQ, il était prêt à aller travailler pour eux. Absolument, il faut qu'il clarifie sa position, il faut qu'il clarifie ses démarches. À partir du moment où tu tends quand même l'oreille au chant des sirènes, là, puis qu'il y a des discussions, où il y a planification de rencontres, il faut que M. Paradis explique sa démarche, là. Oui, puis tu sais, c'est pas comme s'il avait approché ou il avait été approché par le Parti libéral et qu'il s'était montré intéressé. La CAQ et le Parti québécois, même si ce sont deux partis qui risquent de s'affronter de façon assez intéressante aux prochaines élections, et en tout cas, l'affrontement est déjà commencé, ce sont deux partis dits nationalistes. Donc, moi, je sais qu'il y a des indépendantistes à la CAQ. Par contre, je sais que depuis le début du deuxième mandat, ils se font museler à l'intérieur du caucus et au Conseil des ministres. Donc, c'est ça le problème. Je pense que les gens qui se lançaient aux élections en 2022 le savaient aussi que ce serait un mandat économique. Donc, les indépendantistes qui ont essayé d'aller à la CAQ en 2022, je veux les entendre, je veux comprendre, je veux essayer de savoir exactement c'est quoi leur conviction, quelle est la hauteur de leur conviction, parce que là, ça serait assez dommage que dans le petit caucus des péquistes, si jamais M. Paradis remportait cette élection-là, ça serait dommage qu'il y ait un souverainiste mou et 3 souverainistes durs. Hein? Donc, je veux l'entendre là-dessus. On va lui laisser la chance de s'expliquer, évidemment. Oui, des explications attendues, mais je lisais le message sur Twitter de Paul Saint-Pierre Plamondon. Il était en furie contre la CAQ d'avoir publié justement des échanges de courriels avec l'exécutif du parti. Et Pascal Paradis, là, ça passe pas du tout pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Non, mais en plus, ce que je comprends pas, c'est évidemment, bon, il y a eu un bris d'entente de confidentialité parce que la CAQ avait promis à M. Paradis, apparemment selon M. Plamondon, la confidentialité. Et là, les courriels sont publiés. Les spins de la CAQ publient ça là, sur X. Oui, mais le journaliste, oui, exactement. Donc, des courriels qui sont publiés, même le journaliste de la presse, je trouve ça un peu douteux de dire, des sources à la CAQ m'informent que c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est pas parce que M. Paradis t'a pas répondu, je m'adresse au journaliste, que t'es pas obligé d'aller d'aller creuser un peu plus de l'autre côté, aussi du côté du PQ, parce qu'il y a beaucoup de gens ce matin qui ont lu l'article de la presse et qui se sont dit, wow, OK, c'est la réalité. Ben non, il semblerait qu'il y ait une autre réalité juste à côté. La CAQ, lorsqu'elle est chauffée, lorsqu'elle est au pied du mur comme ça, c'est le pire de la politique qui ressort. On le sent, là. À chaque fois que la CAQ, on lui présente une opposition, à chaque fois qu'on a l'impression qu'elle va peut-être être battue, c'est vraiment c'est de la saleté qui ressort. Puis là, ça, c'est très sale, là, de briser une entente de confidentialité, de mentir, parce que si c'est vrai ce que M. Plamondon dit et que M. Paradis n'a pas demandé un appartement, n'a pas demandé qu'on lui promette un ministère, ce sont des mensonges là, qui sont ressortis de la part de ces... Ben ouais, ce sont deux versions contradictoires. Très bien, merci beaucoup, Rémi. Merci, Alexandre. Salut.